Pour cette séance qui me fait toujours chaud au cœur car nous avons nos Pères Noël pervers. Vous êtes venus si nombreux avec les petits cadeaux que vous avez fait de vos mains. On a une séance très chargée et nous sommes toujours aussi heureux d'être ici au Forum des Images. Et pour lancer cette soirée, nous allons accueillir le nouveau directeur de la programmation du Forum des Images. Nous allons faire un accueil extraordinaire de Noël, Monsieur Fabien Gappé. D'être plus grand que Bruce Willis ce soir, c'est chose faite. Donc merci en tout cas à toute l'équipe de Panique Roman, on est très heureux d'accueillir ce rendez-vous et vraiment on va essayer de faire encore plus et mieux et encore plus et encore mieux dans les mois à venir. En tout cas ceux avec qui nous sommes tellement heureux depuis maintenant 3 séances de faire cette émission Panique, Cross, Romain, merci d'accueillir Gilles, Stella, Jérémy Morvan et on va se jeter à parler du film dans quelques instants. Juste avant, j'ai quelques cadeaux qui ne sont pas des cadeaux moches. Et c'est avec le moment où nous allons pouvoir tous ensemble ouvrir nos beaux cadeaux moches et on va les ouvrir. Si c'est moche ou pas moche, il y a des cadeaux. Tout le monde, oui, tout le monde. Montrez vos cadeaux un petit peu pour qu'on... Là, je ne sais pas si vous les exposez avec autant de fierté quand vous verrez ce qu'il y a dedans. C'est de la part de tout le monde. C'est toute l'équipe de Panique qui vous a offert le VHS de jeu. Merci beaucoup en scène. J'ai la même, merci beaucoup de vous moi. Moi j'ai offert un DVD de Mince alors avec marqué je ne l'ai pas pris monsieur. Il y a quelqu'un qui a un cadeau. Qui a le cadeau de Gilles? Mince alors, un très beau DVD de Mince alors. Le DVD officiel des Césars. Très rare quand même. Moi c'était Star 80 en DVD. Moi j'ai pas ramené de cadeau parce que je suis vraiment connard. J'ai peut-être pas quelque chose. Pour cette séance de Noël, quand on a parlé ensemble, c'est une tradition de la Panique Cinéma depuis maintenant. C'est pas vous avez toujours tout le temps regarder leurs cadeaux en train de bouquiner, etc. N'hésitez pas à les échanger si d'autres vous plaisent plus. Marie, rapidement, on va prendre une photo. On va prendre une photo avec les cadeaux moches. Montrez vos cadeaux moches. Je ne vois rien parce qu'il y a trop de lumière. Ça ne marche pas. Pour reparler de cinéma, ouais, vous êtes en contre-jour, mais vous écoutez pas moi. Pour reparler quand il y a un Avec Steven Seagal, qu'est-ce qui se passe? Tiens, c'est pas moche ça. C'est lequel? Les unis pour mourir. Ah, la Laserdisc. C'est quoi? Un jeu sexuel. C'est un jeu sexuel. Des ados. La cuisine, c'est bien. Le jeu baiseur des ados. Ah, le jeu baiser des ados. Le baiser des ados. Je suis pas en âge. Donc, lorsqu'on a dû choisir un film, il y avait une évidence, le meilleur film de Noël du monde. D'ailleurs, Die Hard. Jérémy, Gilles, Karim, un petit mot sur Die Hard. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Moi, c'est une espèce de doudou, ce film. Voilà, comment vous vous êtes. On va pas rentrer dans le passé. Ouais, c'est des psychothérapies quand je viens ici. Voilà, comment Die Hard, vous l'avez connu et pourquoi il est aussi important pour vous aujourd'hui? Je l'ai Karim. Il était sur TF1. Parce que Jérôme n'avait pas la 6. C'était la 1, la 2 et la 3, et donc c'est passé sur la 1 et c'était un moment formidable. Non, moi je veux bien. Moi je crois que j'ai d'abord 58 minutes pour vivre, je savais même pas au départ que c'était le 2 ou quoi que ce soit en fait. Et je sais pas, après Jeff McClane, c'est le TF1, je les ai vus plein de fois. Je suis depuis tout petit quoi. Moi je crois que le premier que j'ai vu c'est le 3. C'est pareil à la télé, qui est un film. C'est presque facile. C'est un des deux seuls bons.
Piège de cristal, on a invité sans doute notre invité le plus badass que nous pouvions avoir. Il est extrêmement badass. Il est tellement badass, vous en êtes pas compte parce que l'anecdote, le pistolet qui est là, c'est le pistolet de Hellboy, ce qui était sur le tournage de Hellboy. C'est vous dire si clairement c'était l'homme de la situation, il est rédacteur chef de l'excellente émission Beat sur Arte Créative. Un tonnerre d'applaudissements pour Rafik Djouri. Bon, merci. Je dois vous dire un truc. La raison pour laquelle on m'a fait venir, c'est pas que je sois spécialement compétent sur le gaillard, c'est que l'équipe de Chroma s'est demandé est-ce qu'on connaît quelqu'un suffisamment vieux pour avoir découvert Gaillard en salle. C'est tombé sur moi. J'ai vu d'ailleurs la semaine de sa sortie et nous étions dans une grande salle des Champs-Élysées. Il y avait 7 personnes. Je les ai comptés à l'époque. Le film a été un bide total en France pour une raison qui m'échappe encore. Ça a été un succès aux États-Unis, mais à sa sortie française, il a été complètement passé sous silence. C'était absolument pas un événement du tout. Même les titres qui potentiellement auraient pu défendre le film. Même les magazines spécialisés dans le cinéma d'action qui faisaient 16 pages sur Rambo 3 faisaient une demi-page sur Die Hard. C'était vraiment un film qui n'existait pas pour la plupart des magazines et dans les médias non plus. On passait dessus très vite. Sur Canal+, c'était oui, alors le nouveau film du producteur de Roadhouse. Bon, passons, hop, et c'était fini. Vraiment un film non événementiel. Je crois qu'il avait fait moins dans les 160 000 entrées, je crois, sur Paris. Enfin, un truc cataclysmique pour un... C'est moins que Matador, pour vous donner un ordre. C'est moins bien. Et donc voilà, c'est dingue de voir en 30 ans, j'ai même pas fait le calcul, comment un film qui a pu passer à ce point sous le radar devient, comme vous le dites, un doudou. Voilà, le film avec lequel toute une génération a grandi, qui remplit comme ça des salles alors que c'est finalement un vieux film maintenant. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, merci tous d'être là pour rappeler que les films survivent à tout. C'est vrai que t'es vieux, mais c'est pas pour ça, c'est aussi parce que l'une des personnes qui nous a inspiré à faire des vidéos, enfin moi en tout cas, parce que j'ai grandi avec tes écrits et c'était très plaisir de te recevoir ici. Oui, c'est ça commence. J'ai beaucoup appris, ça fait très plaisir de la voir. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Gaillard? Parce que moi, je suis désolé, j'avais fini la phrase. Non, sérieux? Waouh, voilà. C'est quoi le disait? Et qui pensent qu'il y a des gens aussi vieux que Rafik qui l'a vu en salle. Ah oui, évidemment. Bravo, la classe. Donc tu faisais peut-être partie des 7 personnes. C'était vous le deuxième là-bas, c'est ça? Donc pendant un an, avant que le film ne sorte en vidéo, on se sentait vraiment seul au monde. Et ça, par contre, ça a été un carton lorsqu'il est sorti à la location. C'est là où le public l'a vraiment découvert. Et pendant 2 ans, la cassette en location, elle a tourné non-stop. Donc vraiment, c'est un film du coup, hélas, vous avez beaucoup de chance parce que vous allez pouvoir le découvrir dans les conditions dans lesquelles il aurait dû être vu à l'époque, sur grand écran. Et en plus, c'est un film que les Français ont surtout découvert à la télévision et en vidéo. Ouais. Et moi, je l'ai découvert à un moment où le film avait déjà... C'était pas considéré comme un grand film, c'était considéré comme un bon film d'action, quoi. Et j'ai été halluciné quand Rafik m'a raconté cette histoire-là. À l'époque, c'était même pas considéré comme un bon film d'action, c'était complètement inexistant. Le film d'action de l'année, c'était un film avec Kevin Costner qui s'appelait Sans issue, que je vous mets au défi de regarder. Et effectivement, c'est peut-être aussi le propre des films novateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît que d'ailleurs, c'est probablement le modèle du film d'action, en tout cas, qui a vraiment inspiré tout le cinéma d'action des années 90 et 2000. Mais justement, le propre des films novateurs, c'est qu'au moment où ils arrivent, c'est tout nouveau. Donc on est un peu déstabilisé. Et vous, ce qui va vous paraître absolument normal, que ce soit en termes de lumière, de découpage, de montage, de toutes ces choses-là, sont en fait, à l'époque, pour les spectateurs, des choses déstabilisantes. C'est un film très en avance sur son temps, au moment où il sort, puisqu'il annonce du coup les 20 ans de cinéma d'action qui vont arriver derrière. Comme l'a été ensuite la Garde 3 pour le cinéma d'action plus des années 2000 et son utilisation de la lampe focale et de la caméra épaule. Et donc il y a ce truc-là de précurseur, c'est vrai que c'est bizarre, et du coup c'est intéressant qu'il y ait des gens qui le découvrent aujourd'hui, parce qu'ils vont pouvoir peut-être nous dire aussi, ils vont pas l'avoir après. Non. Donc non, vous n'allez pas pouvoir dire du tout, mais vous pourrez penser et vous dire peut-être que vous avez déjà l'impression d'avoir vu ça. Moi je pense que, tu vois, regarder d'ailleurs aujourd'hui, ça va vous renvoyer à tout un imaginaire de films qui sont en fait sortis après, mais qui du coup est complètement pillé la mise en scène de ce film.
a été évidemment pillé. D'ailleurs, il a été tellement pillé qu'à une époque à Hollywood, c'était devenu la mode de proposer des pitchs en disant Die Hard dans le bus, dans un train, etc. Et il y a eu, parce qu'il y a eu un exécutif dans les années 90 qui a proposé Die Hard dans une tour. Je n'avais pas vu le... Très fier de sa découverte. Non, effectivement, le pitch a été recoupé dans tous les coins, mais c'est Mais ne serait-ce que par Die Hard 2, pardon, je te coupe. Ne serait-ce que dans Die Hard 2, qui est finalement Die Hard dans un aéroport. Je suis très mauvais en anglais. J'ai pu constater pour la séance d'avant. Alors, le coup de l'aéroport pour Die Hard 2, c'est parce que dès le premier film, en fait, le désir de Joel Silver, c'était de refaire les films avec lesquels lui avait grandi. C'était un fan des films d'Irving Allen, des films catastrophes des années 70. Die Hard, c'est pour lui, en tout cas, c'est la tour infernale. Et de la même façon, le deuxième, c'est La Porte. Et si on l'avait laissé faire, il aurait fait l'aventure de Poséidon, il aurait refait le remake déguisé de tous les films catastrophes des années 70. Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est que le film, tel qu'il est aujourd'hui, c'est en fait un agrégat de plein de choses et de plein de contradictions, puisque au départ, c'est tiré d'un bouquin qui a vraiment rien à voir, Nothing Lasts Forever de Roderick Thorpe, qui était la suite d'un truc qui s'appelait The Detective. The Detective, il a été adapté au cinéma avec Frank Sinatra dans le rôle du flic new-yorkais. Ça vous donne une idée de à quoi aurait ressemblé John McClane si on l'avait laissé tel quel. À tel point que d'ailleurs que Sinatra avait les droits sur le personnage, donc la Fox avait été obligée de lui proposer le rôle de McClane pour Die Hard. Il a refusé parce que je sais pas, il devait avoir déjà 178 ans au moment où... Mais bon, par contre, ils devaient le faire. Donc, The Detective, si vous avez l'occasion de le voir, c'est un film policier des années 60. Vous allez trouver ça rigolo parce que justement, ça n'a strictement rien à voir. Et c'est donc, je peux te poser une question justement par rapport à ça. Moi, j'ai entendu dire que ils avaient prévu de faire Commando. Exactement. Quand Joel Silver, en fait, s'est affirmé comme producteur Hollywood avec le film Commando, avec Schwarzenegger. Et donc, au départ, à un moment donné, il a été question que ce Nothing Lasts Forever soit adapté comme une suite de Commando. Qui aurait mis en scène John Matrix, joué par Schwarzenegger, à Los Angeles, dont la fille était à nouveau kidnappée dans une tour. Le film se serait appelé comment? Matrix. le titre prévu, ça aurait été Matrix. C'est vrai. Et c'est vrai, du coup, Joel Silver a produit un film qui s'appelle Matrix, peut-être certains ici ont fini par là. Et donc voilà, il y a eu ça. Steven de Souza, dernièrement, a déclaré que c'était pas vrai, que c'était une rumeur. Mais tu sais qu'à l'époque, c'était quand même assez insistant. Ensuite, Silver s'est dit, ok, on va en faire un film d'action à la Irving Allen, c'est-à-dire la Tour Infernale, mais se posait le problème du casting, puisqu'on n'avait plus Sinatra, hélas, on n'avait plus Schwarzenegger, à qui on avait confié ça. Et donc, encore une fois, ça vous paraît absolument naturel, mais caster Bruce Willis sur un film d'action à l'époque, c'était totalement aberrant. Bruce Willis était un comédien de série télé, reconnu comme un comique. Voilà, c'est... je sais pas... Et un musicien de talent aussi. En gros, c'est pas Jim Carrey, mais c'est limite ça. Les deux premiers longs métrages qu'il avait fait à Hollywood, c'était deux films de Black Edwards, qui sont des comédies qui s'étaient plantées toutes les deux. Il était déjà en disgrâce à ce moment-là. Donc quand il est casté sur Die Hard, c'est vraiment... tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont été chercher Bruce Willis pour faire un film d'action? Donc là encore, c'est à mettre aussi au crédit de McTiernan de savoir créer des icônes, parce que c'est quelqu'un qui, dans sa carrière, a systématiquement prouvé que tel comédien pouvait jouer ça. Personne n'imaginait que Sean Connery puisse jouer un vieux capitaine de sous-marin. Allez comprendre pourquoi, aujourd'hui ça paraît évident. Et pareil pour Bruce Willis. Et donc, quand McTiernan arrive sur le projet, donc McTiernan, je resitue, c'est celui qui avait fait Predator pour Joel Silver, tournage durant lequel il avait beaucoup souffert parce que ses méthodes de tournage n'étaient pas du tout comprises à l'époque à Hollywood. Le succès du film a un peu imposé, donc sur Die Hard, il a plus de liberté qu'il n'en avait sur Predator, mais il va quand même devoir se battre contre pas mal de membres de son équipe parce qu'ils ne comprennent rien à ce qu'il est en train de faire. C'est là où donc vous disiez, ce film qui va vous apparaître comme étant le modèle typique du cinéma hollywoodien tel qu'on l'imagine aujourd'hui, au moment où il se fait, c'est pas du tout dans les mœurs de faire un film comme ça. Il est obligé de se battre avec ses monteurs parce que les gars ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Je ne peux pas monter d'autres avions qui vont dans des sens différents, c'est impossible, mais si on va quand même le faire. En fait, les méthodes de McTiernan, et ça a été assez peu dit, il les a tirés du cinéma d'auteur européen. Donc là, si vous voulez frimer en soirée maintenant, vous direz, vous savez que Die Hard, c'est du cinéma d'auteur européen. Pas du cinéma hongkongais, comme je pense. Pendant des années, Les ignorants. Notamment, j'étais persuadé que c'était le cinéma de Hong Kong qui enfin arrivait dans le... Joel Silver est un des rares producteurs à l'époque qui regarde des films de Hong Kong. Déjà, qui sait que Hong Kong existe aux États-Unis.
et qui regarde à l'époque les films de Hong Kong. Mais l'influence de Hong Kong sera plus évidente sur les suivants, en fait, sur les films que Spielberg va faire dans les années 90. Sur Die Hard, vraiment, au niveau de la mise en scène, McTiernan amène avec lui 3 références qui sont Bertolucci, François Truffaut et Paul Verhoeven. Vous n'en dites pas du tout à ça. Non. Donc voilà, en fait, c'est bon, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment en termes de technique de mise en scène, la façon de monter les plans les uns avec les autres, la façon d'utiliser les éclairages, ne serait-ce que l'idée du flair, par exemple, qui est un défaut de pellicule au départ. À l'époque, on évite d'avoir des flairs à l'image. Le flair, c'est lorsque vous avez une lumière dans le champ et que ça fait une espèce de halo lumineux. Avec son chef opérateur, Yann Demont, qui était le chef-op des films de Verhoeven en Hollande, McTiernan était fan des films de Verhoeven hollandais, qui sont donc des films d'auteur, et avait fait venir Yann Demont sur Die Hard uniquement par rapport à ce qu'il avait fait des films de Verhoeven. Et donc tous les deux se sont amusés à jouer avec ces défauts de pellicule, donc avec ces halos, pour cadrer des visages ou des objets dans le champ. Du coup, c'est devenu une espèce de ritournelle, et maintenant on a carrément un J.J. Abrams, dont la marque de fabrique est d'avoir des halos dans tous les coins. Voilà. Tout ça, ça découle de ces techniques qui, encore une fois, au moment où le film sort, sont complètement novatrices. Et pareil pour Die Hard 3, cette idée de faire trembler la caméra, etc., c'est quelque chose de complètement novateur qui maintenant est complètement entré dans les mœurs. Quand tu vois parce que Michael Bay, je vais dire pas les noms, c'est peut-être encore trop long, mais ça a été recyclé. Et c'est ça, je trouve, dans les grands films, tu ressens ça, c'est des trucs qui sonnent comme des évidences, en fait. Tu fais, mais c'est normal de filmer des choses comme ça. En fait, non, c'est pas normal. Il faut que quelqu'un y pense, et ça a été en l'occurrence, lui, un des premiers, en tout cas. Donc, et c'est un film fantastique, et c'est un film aussi qui non seulement peut être considéré, parce que ça, tout ce qu'on vous dit, ça le définit comme un grand film d'action qui est novateur formellement, etc. Mais c'est aussi un film qui a beaucoup de sens. Et je vais raconter une anecdote. Je raconte cette anecdote. En 2005, j'étais en BTS audiovisuel et on m'a demandé un... Non, je t'emmerde. 47 fois, Gilles. Mais c'est vrai que c'est la 48e. J'étais en BTS audiovisuel, on m'a demandé de faire un exposé sur John McTiernan. Pas sur John McTiernan, c'était sur le thème de la ville. C'était la ville au cinéma. Donc, il s'attendait à ce que je parle de métropolie. Je me suis dit, tiens, je vais le surprendre. Je vais l'attaquer sur John McTiernan. Et donc, j'ai développé une thèse que Rafik va vous expliquer, mais en fait, le truc drôle, c'est que cette thèse, je l'ai développée. J'ai eu 15, c'est bien. C'était plutôt pas mal. Et du coup, en fait, j'en parlais tout à l'heure à Rafik qui me dit, mais putain, mais ça, je l'ai écrit dans les années 90. Donc, en fait, ça me prouve, en fait, ça me donne une affirmation que cette thèse est peut-être le cas qu'on est deux à l'avoir pensé. On est au moins deux à l'avoir pensé. Est-ce que on posera la question à John la prochaine fois. J'étais très content que vous applaudissiez sur le petit message vidéo qu'il nous a envoyé. Donc, Perrine n'était pas au courant. Ouais, non, c'est trop mignon. Mais il est trop mignon, ce mec. Tout le monde, toi. Donc, effectivement, cette théorie, c'était que la vraie trilogie, c'était pas Die Hard 1, 2, 3, mais Die Hard 1, Last Action Hero et Die Hard 3. Au sens où ce sont 3 films de McTiernan. Le premier Die Hard se passe à Los Angeles. John McClane est dans un univers qui n'est pas du tout le sien, qui est un univers à ses yeux complètement fictif. Et d'ailleurs, McTiernan allait dans plusieurs interviews avait déclaré qu'il trouvait que Los Angeles était une ville artificielle à ses yeux. Il appelait ça le Disneyland pour adultes. Et si tout le monde a vu Last Action Hero ici? Oui. Voilà. Donc l'histoire de ce gamin qui rentre dans un film, donc dans une fiction qui se passe à Los Angeles, et qui en ramène son héros, et qui le ramène à New York, dans la réalité. Évidemment, dans la réalité, les règles sont changées. Et Die Hard 3, le concept de Die Hard 3, c'est que le film se passe à New York, et que toute cette espèce de réalité factice dans laquelle McClane pouvait être un héros quasi invincible, dans le troisième, ne marche plus, parce qu'on est dans une ville, entre guillemets, réelle. Quoi. Donc la thèse de 2005 de Perrine, voilà, que je vais pomper en 1996, c'était donc l'idée que McTiernan avait subrepticement créé sa propre trilogie, qui était de faire passer un cinéma, on va dire, festif et factice vers une espèce de renaissance du cinéma d'action à travers une forme de réalisme, Il y a un contre-pied dans la façon dont il filme les villes aussi. C'est que l'attente quand on filme une ville comme Los Angeles, qui est pour ceux qui sont allés très plate en fait, à l'exception du downtown, il fait se passer ça dans une tour qui est déjà assez dépaysant pour le truc. Et dans la ville de New York, c'est l'inverse, c'est une ville qui normalement est plutôt en réaction, je suis désolé pour ce genre de choses, mais c'est vrai, c'est une ville qui est pleine de buildings, et au contraire, il profite de l'horizontalité de la ville. Donc c'est très intéressant de regarder ces 3 films-là enchaînés, de voir comment ils traitent les 2 villes en parallèle. Ce qui vient, je crois, peut-être pas de New York la ville, mais il vient de l'État de New York. Et il débarque, et donc il y a ce truc d'acculturation de j'arrive dans un univers qui est bourgeois, qui n'est pas le mien, et je me retrouve en plus prisonnier là-dedans, et ça, on n'a pas le temps, parce qu'il va falloir commencer. On va commencer à regarder le film, du coup, je suis désolé. Juste pour un mot, pour rappeler que, voilà, selon le désir de
de John McTiernan, il voulait vraiment faire un film d'action festif. Donc voilà, l'idée que vous puissiez faire la fête ce soir, et je pense qu'on va lui envoyer des photos de vous tous en train de profiter de cette soirée. John McTiernan va te voir. Comme ça que le film... Voilà.